à tous ou bonjour à tous et bienvenue à ce 20e numéro de Think Out of the Box. Il s'agit d'un webinaire qui est organisé par le chapitre du PMI en RDC et qui se passe tous les deuxièmes jeudis du mois. Alors, Think Out of the Box est un webinaire au cours duquel nous recevons un professionnel de la gestion de projet pour nous parler de son expérience, pour nous parler de son expérience dans la gestion de projet et de son parcours. Et donc, cet événement est en direct sur Zoom et bien sûr et en live sur Facebook. Alors, pour ce 20e numéro, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir une grosse pointure. Il s'agit de Monsieur Farhad Abdollahian. Bonsoir, Monsieur Farhad. On ne vous entend pas? Non, je me suis mis en mute, excusez-moi. Bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être ici avec vous. Je suis votre membre depuis quelques mois déjà. Quand j'ai décidé de venir ici, j'ai déjà dit, bon, je vais devenir membre aussi. Ok, ok, merci beaucoup. Alors, qui est Monsieur Farhad? Monsieur Farhad est un expert en gestion de projets, de programmes et de portefeuilles, avec plus de 40 ans d'expérience. Je souligne bien 40 ans d'expérience. Euh, Donc, Monsieur Farhad a commencé à travailler avant que je ne naisse. Et donc, euh, il a 40 ans d'expérience dans divers secteurs tels que l'agribusiness, le commerce de détail, les activités avec gouvernementales, l'industrie de la mode, de la haute technologie. Et il a travaillé à travers plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Europe et au Moyen-Orient. Il est titulaire de plusieurs diplômes, dont un doctorat en administration et parle couramment plusieurs langues, notamment le persan, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Il est également auteur et co-auteur et traducteur de plusieurs ouvrages spécialisés dans la gestion de projet. Et bien sûr, il est détenteur d'une panoplie de certifications. On ne peut pas on ne peut pas toutes les citer, mais il y en a quelques-unes, notamment du PMI, dont dont on parlera au cours de notre petit entretien. Et il est volontaire, comme il a dit, il nous a rejoint au sein du chapitre de la RDC et il est aussi membre de 15 chapitres à travers le monde. Je crois qu'il va nous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'il a choisi de faire partie d'une si grande communauté. Et actuellement, il occupe le poste de Senior Project Manager à UNOPS, c'est-à-dire une agence des Nations Unies. Donc, Monsieur Farad, ça c'est juste une brève introduction pour, pour un peu donner un peu votre image, à nos spectateurs. Alors, mais avant, bien sûr, de continuer, de commencer notre conversation, je vais rapidement présenter le PMI. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter le PMI, le chapitre du PMI en RDC. Et, euh, et bien sûr, les prochains rendez-vous du PMI. Quels sont les prochains rendez-vous du PMI? Et donc, très rapidement. Alors, pour cette petite présentation, comme d'habitude, nous allons répondre rapidement à trois questions. Qu'est-ce que le PMI? Qu'est-ce que le chapitre du PMI? Comment adhérer? Comment devenir membre? Comment devenir volontaire? Et bien sûr, pourquoi devenir membre? Quels sont les avantages à devenir membre et volontaire?
Et pour finir, on va parler des prochains rendez-vous. Alors, qu'est-ce que le PMI? Le PMI, c'est le Project Management Institute et c'est la plus grande organisation professionnelle au monde dans le domaine de la gestion de projet. Elle existe depuis les années 60 et a mis en place des standards de gestion de projet. Aujourd'hui, le PMI, c'est plus de 700 000 membres effectifs et plus de 1 700 000 personnes détenant des certifications professionnelles à travers le monde. Alors, le PMI propose aussi ce qu'on appelle des certifications professionnelles. Et qu'est-ce qu'une certification professionnelle? Lorsqu'une organisation décerne à une personne une certification, c'est-à-dire qu'elle atteste d'un niveau de connaissance ou de compétence dans un domaine donné. Et en ce qui nous concerne, il s'agit de la gestion de projet. Euh, Voici rapidement les diverses certifications qui concernent tous les domaines, tous les types de profils selon l'expérience. Il y a des certifications qui ne concernent, qui, cons- qui concernent principalement les étudiants et les jeunes professionnels, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle. Et parmi ces certifications, nous avons la plus connue, il s'agit du CAPM, c'est-à-dire Certified Associate in Project Management. Et ce sont des certifications qui concernent vraiment les étudiants et les jeunes professionnels. Ensuite, nous avons des certifications qui nécessitent un minimum de 3 ans d'expérience. Ça, c'est pour les professionnels qui sont déjà installés dans la vie professionnelle. Et donc, parmi ces certifications, nous avons le PMP, qui est la certification la plus demandée et la plus reconnue dans la gestion de projet. Ensuite, nous avons des certifications pour les seniors. Il s'agit de la gestion de programme et de la gestion de portefeuille qui nécessitent 8 années d'expérience. Qui nécessitent 8 années d'expérience. Enfin, nous avons ce qu'on appelle des spécialisations, c'est-à-dire des certifications qui se concentrent sur un domaine précis de la gestion de projet ou bien sur une méthodologie précise. Parmi ces certifications, nous avons par exemple la certification sur sur la gestion des risques, PMI RMP, ou bien la certification sur euh, la gestion l'approche agile, PMI ACP et ainsi de suite. En plus des certifications, nous avons aussi ce qu'on appelle des micro-credentials. Ce sont des formations dans des domaines connexes à la gestion de projet et le PMI offre un certain nombre de cours de ces micro-credentials qui ne nécessitent en général aucune expérience professionnelle. Alors, le PMI aujourd'hui est organisé en 8 régions, comptant plus de 300 chapitres et répandu à travers plus de 220 pays et territoires. Donc, il est difficile d'aller dans un pays du monde sans trouver un chapitre du PMI. Et bien sûr, la RDC a son chapitre depuis le juillet 2017, c'est-à-dire 7 ans. Et ce chapitre compte en son sein tout type de profils, des étudiants, des professionnels venant de divers secteurs. Comment adhérer, comment devenir membre, comment devenir volontaire? Nous avons 3 niveaux d'adhésion. Nous avons premièrement ce qu'on appelle les membres sympathisants, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se limitent juste à participer aux activités du chapitre sans aucun engagement. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle les membres effectifs, c'est-à-dire que comme toute organisation professionnelle, nous avons, pour être membre effectif, il faut payer des frais annuels. Nous avons 2 types de profils. Nous avons les étudiants qui payent 17 dollars par an et les professionnels qui payent 129 dollars par an. Il y a une part pour le PMI, une part pour le chapitre et tous ces frais sont à payer sur la plateforme du PMI. Et enfin, nous avons des personnes qui sont prêtes à donner de leur temps et de leur expertise, comme M. Farad, comme un certain nombre de professionnels et d'étudiants qui sont prêts à donner de leur temps et de leur expertise pour organiser les événements
pour organiser les activités au sein du chapitre de manière bénévole. C'est ce qu'on appelle les volontaires. Les volontaires peuvent être membres ou pas du chapitre, mais ce sont des personnes qui donnent de leur temps et de leur expertise. Mais peu importe le niveau d'engagement, à partir du moment où on s'engage avec un chapitre, on est tenu de respecter ce qu'on appelle le code de déontologie et de conduite professionnelle. Je crois qu'au cours de notre conversation, nous allons parler, effleurer un peu les valeurs du code du PMI. Il s'agit de la responsabilité, le respect, l'impartialité et l'honnêteté. Alors, quels sont les avantages à devenir membre effectif, à devenir volontaire? Premièrement, le premier avantage, c'est que on fait partie d'une forte communauté, tant au niveau mondial qu'au niveau local. C'est-à-dire que au niveau mondial, nous avons 300 chapitres répandus dans 220 pays et territoires. Et, et donc, et au niveau local, nous avons un réseau où nous avons un peu plus de 160 membres effectifs, plus de 300 membres sympathisants, une dizaine d'organisations partenaires et environ 80 volontaires. Le deuxième avantage, c'est que lorsqu'on est membre effectif, on a accès à un certain nombre de ressources du PMI. Parmi ces ressources, nous avons les ouvrages de référence. On a dit plutôt que le PMI a mis en place des standards de gestion de projet. Et donc, tous ces ouvrages de référence sont accessibles gratuitement pour les membres. Nous avons accès à des revues de renom, des articles pour les chercheurs, des thèses. Nous avons des formations et des webinaires. Nous avons accès à des modèles de documents pour les professionnels qui travaillent dans la gestion de projet. Nous avons accès à des modèles de documents qui nous permettent qui nous permettent de gérer nos projets en s'appuyant sur ces documents qui s'adaptent aux standards internationaux. Nous avons accès à un outil d'intelligence artificielle. On connaît tous qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on parle partout d'intelligence artificielle. Le PMI a développé aussi son outil d'intelligence artificielle qui est à sa deuxième version. Et il y a plein d'autres ressources auxquelles on a accès. Le troisième avantage, c'est on bénéficie de réductions sur les prix, que ce soit sur les certifications, sur le prix des micro-credentials que sur les événements payants. Il y a toujours un prix pour les membres et un prix pour les non-membres. À titre d'exemple, pour ce qui est de la certification PMP, pour les membres, elle revient à 284 $, tandis que pour les non-membres, elle revient à 575 $. C'est plus du double. C'est plus du double du prix. Et de la même façon, le CAPM, c'est 158 $ pour les membres et 210 $ pour les non-membres. Enfin, le quatrième avantage, c'est que pour les volontaires, le fait de travailler avec des professionnels dans la gestion de projet permet d'apprendre, d'emmagasiner de l'expérience et surtout, cette expérience peut être mise en valeur sur son profil. Donc, voilà un peu les avantages à être membre effectif et autres. Rapidement, quelques statistiques. J'avais dit au début qu'on compte plus de 700 000 membres à travers le monde, plus d'1,7 million personnes ayant des certifications professionnelles, mais à travers la RDC, nous avons environ 80 personnes certifiées. Et donc, pour un pays de 100 millions d'habitants, il y a encore beaucoup de travail à faire. Pour finir, les prochains événements du PMI. Premièrement, nous avons le samedi 16 novembre, c'est-à-dire après-demain, nous avons une masterclass sur l'employabilité. Ce sera en présentiel et ce sera à Orange Digital Center de 9h30 à 13h30. Vous êtes tous les bienvenus et nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Gisèle Lutundula, qui est directrice générale adjointe chez First Bank, au sein de la banque locale, de la branche locale de la First Bank. Ensuite,
Comme chaque mois, le dernier jeudi, le 28 novembre, nous aurons focus sur la gestion des projets. Focus sur la gestion des projets, c'est un webinaire où on parle de la gestion de projet en profondeur. Voilà un peu nos prochains rendez-vous, euh, les prochains rendez-vous du chapitre. Et enfin, pour tous ceux qui aimeraient nous contacter, voici un peu le- les différents contacts, le site du chapitre et les numéros de téléphone et autres. Je crois que je vais partager ça dans le chat au fur et à mesure que nous allons évoluer dans notre entretien. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Merci. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas, c'est quoi le PMI, c'est quoi le chapitre, je crois que vous savez maintenant c'est quoi le PMI, c'est quoi le chapitre. Et donc, maintenant, nous allons discuter avec Monsieur Farad. Et avant de commencer, je voudrais juste dire que toute personne qui a une question à Monsieur Farad sur le chapitre, sur le PMI, va utiliser le menu questions-réponses ou bien écrire dans le chat. Ou bien vous pouvez écrire dans le chat. Et nous allons répondre aux différentes questions euh, à, à la fin. Alors, donc, pour revenir à Monsieur Farad, alors, Monsieur Farad, pouvez-vous, je vous ai déjà présenté, j'ai déjà donné un peu en gros, euh, j'ai déjà dit un peu en gros qui vous êtes, mais est-ce que vous pouvez déjà vous présenter et parler de votre parcours académique? Je sais que vous avez une expérience riche, mais pouvez-vous nous donner en gros quel est votre background académique? Donc, permettez-moi, avant de parler de moi, de compléter aussi votre présentation. À part des certifications, le PMI aussi publie ce qu'on appelle des standards ou les guides. Le guide PMBOK, par exemple, ça a été disséminé parmi les 4 millions de professionnels dans le monde. Donc, c'est le livre de référence le plus important dans le monde. Et j'ai eu le plaisir de participer dans plusieurs de ces standards de PMI, parmi lesquels de portefeuille, PMI Standard for Portfolio Management et OPM3. OPM3, c'était le modèle de maturité. Et récemment, j'ai participé aussi dans le standard pour réalisation des bénéfices. Donc, je crois que ces publications sont très intéressantes et les membres peuvent le télécharger gratuitement. Donc, ça aussi, c'est un des avantages d'être membre de PMI. Et j'aimerais pas prolonger de discussion sur moi. J'aimerais plutôt me centrer sur vos besoins. Vous pouvez toujours utiliser Google. Normalement, je dis Google Me. Si vous avez des curiosités par rapport à mon profil, vous pouvez toujours le chercher. Je suis totalement ouvert dans le monde. Et les gens qui veulent peuvent me demander aussi connexion en LinkedIn. C'est un des réseaux très intéressants pour les professionnels. Je crois qu'on peut prolonger sur ça. Mais je voudrais seulement de mettre accent sur deux choses que j'ai fait en termes académiques qui me servent beaucoup. Quand j'ai fait mon diplôme à HEC, j'ai eu le premier contact avec gestion de projet dans un trimestre et je suis tombé amoureux de cette discipline-là. À l'époque, en 81, quand je fais cette matière-là, j'ai dit, le monde futur va être le monde des projets. On va pas avoir des emplois, on va avoir une succession des projets. On va faire un projet à l'autre, etc. Et les gens qui s'adaptent et se recyclent vont avoir une carrière et ils ont un accès à une rémunération plus intéressante que les gens qui ne s'adaptent pas à ce changement dynamique. Donc,
tout change actuellement. Dans le temps, quand j'étais adolescent, on disait, bon, on va faire la fac et après, on ferme les bouquins et on n'étudie jamais plus. C'est pas le cas. Actuellement, tout le monde Exactement. doit étudier tous. Exactement. Et je viens d'entamer mon deuxième doctorat. Je suis en train de faire Oh, un doctorat à l'Université de Bordeaux. Et ma thèse de doctorat est de trouver des raisons pourquoi on dépense des milliards et des milliards de dollars dans les pays sous-développés et on continue avec le niveau de sous-développement qu'on a. Et j'ai choisi le pays Niger. J'ai vécu ok. 6 ans dans ce pays-là et ça me fascine parce que c'est un pays très riche en sous-sol et le peuple et même l'élite est bien formée. Et je ne vois pas pourquoi le pays, depuis son indépendance, n'a pas évolué. Et, parmi les pays les plus pauvres dans le monde, surtout dans les indices de développement, c'est très arriéré. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, quelle est la raison de cela. Il y a des littératures qui expliquent là, mais j'aimerais trouver le facteur qui n'était pas encore découvert, parce qu'il faut faire une contribution, disons, importante. Ok. On ne peut pas répéter ce qui a été déjà dit. Donc, Tout à j'aimerais fait. trouver réellement quel est le facteur qui distingue parmi les choses qui ne sont pas encore étudiées. Euh, bon, moi, j'ai fait mes études en gestion, en administration des entreprises, mais après, j'ai fait aussi un master à George Washington University en gestion de projet. Donc, basiquement, mon background, c'est gestion de projet et gestion des entreprises. Et ma thèse de doctorat que j'ai fait en Argentine était en fusion-acquisition des entreprises. Aujourd'hui, j'utilise très peu de ce que j'ai fait à l'Université nationale de Rosario, où était né Che Guevara. Mais bon, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on doit étudier d'autres choses. Les choses que j'ai apprises ne sont pas utiles pour ma carrière actuelle. Mais la thèse de doctorat que je viens de faire, c'est totalement compatible avec ce que je fais au sein des Nations Unies. Ok. Bon, je te donne la parole pour poser les autres questions. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. 40 ans d'expérience, c'est immense. Mais si tu devais nous donner vraiment les grandes étapes est-ce que vous pouvez nous donner les grandes étapes, ce que vous considérez comme les grandes étapes de votre carrière professionnelle? Moi personnellement, j'étais très chanceux parce que après que j'ai fait mon étude à HEC, j'ai reçu l'offre de travailler en gestion de projet dès le départ. Faire une petite industrie, agro-industrie dans la région semi-aride de Brésil et pour quelqu'un qui venait de sortir de l'université, pouvoir utiliser toutes les, les connaissances et les techniques et tout ça que j'ai appris, c'était très bien. Et à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Donc, Ok, je faisais l'échéancier, le schedule, ok, à la à la main, main. à la main. Donc, j'ai fait un projet qui avait une centaine d'activités, mais il fallait Wow. calculer ça à la main. Donc, j'ai mis des papiers sur un mur et j'ai fait tout ça. Il fallait le faire avec crayon pour pouvoir enlever les bêtises que je faisais parce qu'il fallait le calculer à la main. Et calculer le chemin critique, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, on le fait en 3 minutes. Mais bon, ça m'a pris plusieurs semaines pour faire cet échéancier. C'est quelque chose qui est utile pour moi parce que maintenant, je sais, disons, faire une analyse des échéanciers que je reçois. Je vois les inconsistances. Donc, c'est bien de faire manuellement. Bon, ça, c'était, disons, un des choses qui m'a marqué. L'autre chose qui m'a marqué était travailler pour Hewlett-Packard. J'ai travaillé 6 ans dans l'entreprise de haute technologie et j'étais promu 5 fois. Je suis entré comme un consultant de système intégré qu'on appelle ERP, SAP. Bon, j'étais consultant SAP.
Et rapidement, de consultant, je suis passé à coordinateur de projet, chef de projet. Et après, on m'a donné la tâche d'être chef de bureau de projet qu'on appelle PMO maintenant. Euh, et après, j'étais chef d'opération de livraison des projets. Donc, ça m'a donné une grande connaissance et de compétences. Euh, Mon salaire n'était pas tellement grand, mais il nous donnait beaucoup de formation. Et au Brésil, bah, où j'ai habité, et ailleurs. J'ai voyagé beaucoup pour le compte de mon travail à Hewlett-Packard et j'ai appris beaucoup. Donc, je suis reconnaissant, même si après que je suis parti, j'ai reçu une offre de travail 3 niveaux en dessus de ce que je faisais à HEC, à Hewlett-Packard, avec 30% de plus de salaire et un véhicule de travail. Je veux dire, euh, au lieu de directeur, je suis devenu à nouveau un chef de projet, mais avec un salaire qui était beaucoup plus élevé. Je dis, mais il me payait un prix, un salaire d'ouvrier là. Mais ils m'ont formé. Je veux dire, moi, je suis reconnaissant parce que j'ai appris beaucoup. Et dans l'entreprise que j'ai commencé, aussi, c'était une multinationale américaine. 3 mois après, ils m'ont promu à PMO. Donc, le fait que j'avais fait le parcours à HEC, le Packard m'a aidé beaucoup. Après, bon, j'ai décidé d'ouvrir ma propre boîte. Ça aussi, c'était une expérience intéressante parce que être un freelance, un consultant freelance, euh, c'est à la fois intéressant et dangereux parce qu'il y avait des mois que je n'avais rien à faire. Mais je faisais ce qu'on appelle la carrière 360 degrés. Quand je n'étais pas, disons, employé pour faire un projet chez mes clients, je donnais des cours ou j'écrivais. Ok. Donc, c'est pour ça que, bon, j'étais pendant 10 ans que je fais ce travail, disons, solitaire. J'ai appris beaucoup et j'ai fait aussi mon doctorat en Argentine. Vous voyez, bon, donc, il faut savoir utiliser le temps qu'on a et être efficace et créer de valeur. Même si la valeur n'est pas monétaire, et on peut toujours trouver d'une manière de capitaliser sur les opportunités qu'on a. Et cela m'a ramené à l'UNOPS. Bon, je vais vous donner rapidement ce que l'UNOPS fait. L'UNOPS est une agence des Nations Unies sui generis. C'est différent de toutes les autres agences des Nations Unies. On n'a pas un Ok. mandat fixe, on n'a pas un mandat Ok. programmatique comme OMS ou UNICEF ou autres qui sont spécialisés dans un domaine. Nous sommes transversales, donc on peut travailler avec toutes les autres agences des Nations Unies, avec les pays membres. Et ici, je faisais exactement ce que je faisais chez ma propre boîte. Ça veut dire, je faisais des renforcements de capacité, des consultations, aussi bien à l'interne de l'UNOPS qu'aux pays membres. Donc, je continue à faire la même chose que je faisais avant. Et ça pendant 4 ans. Après, je suis venu en Afrique euh, pour quelques missions de courte durée. Ici, c'est la 9e fois que je viens à Kinshasa. Donc, Ok. c'est pas, oui, c'est pas. Mais je restais seulement 2 semaines, 3 semaines, maximum un mois. Mais maintenant, je vais rester 3 ans. Ok. Donc, quand je suis allé au Niger, on m'a donné 2 rôles en même temps. J'étais représentant de l'AMPS dans le pays et j'étais aussi chef de bureau de programme, un grand programme de développement de 440 millions de dollars. Ça, c'était réellement un défi que j'ai soulevé. On a terminé bien le programme. Malgré tout ce on a vécu, on a vécu des inondations, on a vécu des coups d'État, on a vécu des guerres en Ukraine, on a Ok. vécu le Covid et tout ça. On a terminé 95% de décaissement de ce projet. Donc, c'était un succès dans les conditions qu'on a fait. Et un des rôles qu'on avait là était justement Allô? travailler avec ça. Bon, bon, je te donne la parole pour poser d'autres questions. Ok. En tout cas, c'est un parcours très riche, hein, vraiment très riche.
Et bon, c'est vrai que vous avez déjà parlé un peu de UNOPS, mais c'est en quoi consiste votre, votre poste actuel de senior manager en Ça aussi, RDC? c'est un défi très intéressant parce que l'UNOPS a fait un accord avec des bailleurs qui leur objectif est de protéger la forêt tropicale africaine dans 6 pays. Donc, je suis chef de ce projet qui donne appui technique aux bailleurs pour une série d'activités euh, de protection de la forêt, de réforestation, reboisement et création des emplois durables dans le domaine florestal. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Je vois que c'est une cause noble, ce qui m'a ramené ici. Mon salaire actuel est pratiquement 30% moins que ce que je gagnais au Niger, mais disons, la cause est beaucoup plus intéressante. Donc, c'est ce qui Ok. m'a ramené ici. À mon âge, je ne suis plus, disons, je ne nécessite plus d'avoir autant de salaire parce que, bon, mes enfants sont grands, ma femme est à la retraite, etc. On n'a pas besoin réellement de réalisation financière, ce qui me donne la possibilité d'aller chercher la réalisation personnelle. C'est pour ça que j'ai entamé le doctorat Euh, à nouveau. allô? Donc, vous m'écoutez? Vous avez un peu perdu. Vous Ouais, m'écoutez maintenant? ouais, c'est bon, c'est bon. Bon, OK. Non, je disais donc, je suis motivé avec l'autre chose. C'est pas tellement la réalisation financière. Euh, Moi, je suis une philosophie japonaise qui s'appelle Ikigai. Ikigai, c'est faire ce qu'on aime, euh, soit utile par quelqu'un, le faire bien. Et bon, si c'est on est rémunéré, c'est tant mieux. Donc, Tout à fait, tout à c'est fait. ça qui me motive. Donc, je crois que une des raisons que moi, je suis membre de autant de chapitres, exactement ça, c'est de retourner ce que j'ai appris. Moi, je suis fondateur de 4 chapitres dans le monde. Euh, Bon, trois au Brésil et un au Niger. Donc, on vient de créer notre chapitre au Niger et je suis à distance, je suis encore dirigeant de chapitre. Euh, ok, ok. donc, c'est ça qui me motive d'être où je suis. Normalement, je fais partie de la communauté. Ça me donne la possibilité de networking, mais aussi la possibilité de ce genre de contact. Je veux dire, faire des conférences en tant que conférencier, en tant que volontaire, participer dans la vie participative des chapitres. Ce qui me motive de donner mon temps libre aussi à la profession, quoi. Donc, ça, c'est très important d'être participant. C'est comme ça on apprend plus. Exactement. À HEC, on dit, en anglais, on dit, the more you share, the more you grow. Et la connaissance, c'est quelque chose qui, quand on le partage, ça ne diminue pas, ça augmente. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant de partager la connaissance. C'est noble et à la fois très intéressant parce que ça augmente encore plus notre connaissance. À vous. Ok, ok, ok. Alors, vous êtes un expert en gestion de projet. Alors, c'est que en gestion de projet, nous avons souvent des concepts de création de valeur, de réalisation de bénéfices et autres. Alors, en quoi ces concepts, tenant compte de votre expérience et de votre expertise, en quoi ces concepts sont importants? Bon, dans le siècle passé, même au début de ce siècle, les critères de succès des projets étaient faire dans la portée, dans l'échéancier, avec le budget qu'on avait donné. Mais ça, c'est pas suffisant. Donc, en 2006, quand j'ai fait ma certification en Prince 2, qui est méthodologie britannique, ils ont dit non, on doit aussi réaliser les bénéfices.
Ça veut dire que les projets sont des moyens de réaliser des bénéfices et créer des valeurs pour les parties prenantes. Donc, et ça, il est entré dans Guide PMBOK à partir de quatrième et cinquième édition. Ils ont commencé à parler de cas d'affaires, business case, etc. Ça aussi, il y a une convergence entre les méthodes britanniques et les méthodes américaines. Ils ont dit, bon, projet, c'est le moyen, c'est pas la fin en soi. La fin est de créer quelque chose de valeur à quelqu'un qui le nécessite. Donc, c'est ça qui est important. Et il faut le faire maintenant, bon, récemment, de manière durable. Donc, durabilité d'un côté et réalisation de bénéfices de l'autre sont des nouveautés qui sont entrées dans gestion de projet. C'est pour ça que maintenant, tout ce qui est agile aussi est compatible avec les standards de PMI. Parce que agilité, c'est quoi? C'est d'avoir les résultats le plus rapidement possible et de créer quelque chose de valeur pour les parties prenantes. Vous voyez que donc, tous ces théories et pratiques de gestion de projet convergent autour des parties prenantes et leurs intérêts. Donc, si on est consistant avec addition de valeur, si on ajoute de valeur aux parties prenantes, on est considéré le succès. Autrement dit, c'est pas la peine de faire un pont qui lie rien à rien et personne ne l'utilise. Mais même si le pont va durer 50 ans, s'il n'est pas utilisé, ce n'est pas utile. Regardez par exemple les pays qui organisent des Coupes du Monde. Bon, ils font des stades et des stades ne sont pas utilisés, donc c'est éléphant blanc. Mais autres le font de manière durable. Par exemple, la Coupe du Monde en Allemagne, ils n'ont rien construit. Ils ont seulement fait quelques réaménagements. Et bon, la même chose, les derniers Jeux olympiques Oui, à Paris, exactement. très peu de choses ont été construites. On a utilisé tout ce qu'ils avaient. Et c'est ça qu'on doit apprendre. En Angleterre, quand Tout à ils ont fait. fait les Jeux olympiques, ils ont fait des stades qui étaient démontables. Ils ont fait les stades de basket parce que basket, c'est pas un jeu que les Britanniques aiment. Donc, ils ont fait un stade qui était 95% remontable. Ils ont détruit le stade. Ils ont utilisé ailleurs avec les matériaux qu'il y avait. Donc, c'est ça la durabilité. Donc, Exact. il faut le faire dès le départ avec cette idée d'être efficace. On dit triple bottom line. On doit avoir, disons, une conscience écologique, environnementale, une conscience sociale et une conscience économique. Les trois doivent être réunis dans le même dans les mêmes paramètres qu'on puisse les gérer bien. Ok, 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 ok. Et tout à l'heure, vous avez dit que euh, avec UNOPS, vous étiez dans un projet qui est en relation avec la protection du bassin, de la forêt et tout. Alors, qu'est-ce que vous entendez par le concept de Green Project Management ou la gestion durable des projets? Bon, J'imagine Green que c'est un Project Management, concept. en fait, l'année dernière, je suis allé à Paris pour l'événement de PMO. À l'époque, c'était PMO Global Alliance, qui était Oui, une autre organisation que PMI vient bien d'acquérir. exactement. Et dans cet événement que je suis allé, il y avait pratiquement toutes les écoles de pensée en gestion de projet, y compris Green Project Management. J'étais très intéressé par ça et je me suis certifié aussi en Green Project Management et actuellement, on m'a nommé ambassadeur de Green Project Management. Donc, Ok. quelle est l'idée? L'idée est d'avoir plus de paramètres. Euh, il dit P de planète. Donc, on a seulement une planète. Donc, il faut le sauver. Il faut aussi travailler avec tout ce qui est
social, tout ce qui est économique. Donc, c'est une idée de durabilité, mais aussi résilience, parce que il faut aussi être résilient. Ce sont deux concepts, je dirais, en relation l'un à l'autre, mais un peu différents. Résilient, c'est de pouvoir contourner des chocs qu'on vient d'avoir. Donc, par exemple, une sécheresse. On ne peut pas changer le climat, mais on peut mitiguer les effets et convivre avec ce genre de choses. Donc, ça, c'est résilience. Donc, si on utilise des matériaux qui sont à la fois écologiquement plus intéressants et aussi ils nous donnent, disons, un effet thermique plus intéressant, ça va réduire aussi l'utilisation des ressources. Donc, quand on travaille avec les concepts de Green Project Management, c'est pas seulement le produit final qui doit être durable, mais aussi la manière qu'on fait le projet doit être aussi Exactement. durable. Donc, quand on parle de green, c'est scope of product scope and project scope. On doit le faire les deux, disons, écologiquement et, disons, environnementalement correct. Et comme ça, on peut avoir plus de possibilités, disons, euh, de faire le bien en général, sans laisser de faire des choses qui sont économiquement importantes pour nous. Ok. Ok. Alors, bon, je ne vais pas revenir. Vous nous aviez parlé de comment vous aviez découvert la gestion de projet et comment vous en êtes tombé immédiatement amoureux. Et alors, beaucoup considèrent la gestion de projet comme l'outil par excellence pour passer d'une idée à sa réalisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, je viens de voir hier, un de mes collègues, elle s'appelle Margaret Carnero. Elle était directeur de PMI, directeur élu, on l'appelle director at large. Les gens elle est élue des comités de pilotage de PMI. Elle vient de partager un discours d'Obama. Et Obama, il disait, ce qu'il cherche, c'est les gens qui savent transformer des choses en réalité. Donc ça, c'est important. Et nous, comme chef de projet, c'est ça exactement notre rôle. Notre rôle est aider à transformer les idées en réalité. Et c'est ce voyage-là, de l'idée jusqu'à sa réalisation, c'est un projet. Donc, si on le fait bien, on peut arriver à avoir pas seulement le produit final comme durable, mais aussi la manière de faire le projet, ça va être beaucoup plus efficient et efficace. Je dis effectif, hein. Et donc, effectivité, c'est quelque chose qui est euh, inhérent à tout ce que les chefs de projet doivent se concentrer. On en fait la gestion de risque de projet, par exemple. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'augmenter la possibilité de réussite d'un projet. Tout Donc, à fait. euh, je dirais que tous les chefs de projet sont chefs de risque de projet, parce que c'est ça qu'on est en train de manipuler. Et risque, pour moi, c'est à la fois positif et négatif. Ouais, mais je vais vous donner un réflexe de chef de projet. Oui. Euh, cette semaine, on avait des ateliers très, très importants avec nos bailleurs allemands. Et donc, on m'a demandé de leur donner un coup de main, mais pas dans le contenu, parce que le contenu qu'ils faisaient, je connaissais rien. C'est maintenance de paix. Moi, c'est pas mon affaire. Mais la manière d'organiser l'atelier, c'était un projet. Donc, moi, j'ai aidé les gens pour garantir que l'Internet fonctionne, que les coffee breaks fonctionnent bien, que le timekeeper, j'étais le timekeeper pour garantir que les 2 jours de projet vont bien. Et une de mes collègues, elle travaille en Italie, elle est venue pour cela.
Donc, je l'ai invité ce soir pour aller dîner. Bon, j'avais plusieurs façons de le faire. Euh, je pouvais venir la chercher après cette discussion, mais on allait perdre un petit peu de temps parce que elle est aussi un peu fatiguée. Elle disait, bah, est-ce on peut le faire à 19h? J'ai dit, non, non, mon truc là, ça va terminer à 20h. Donc, mon idée était de venir le chercher et aller ensemble au dîner. Après, moi, j'ai dit, mais pourquoi je ne vais pas à son hôtel et je fais cette interview à l'hôtel? Moi, je suis actuellement, voilà, je vais vous montrer ici. Moi, je suis. Vous avez une image d'arrière-plan. Ah oui, mais On ne bon, sait ok, de pas. toute façon, de toute façon, je suis dans un hôtel. Euh, donc, j'ai dit, bon, je vais avant, je termine l'interview et d'ici, on va au restaurant. Comme ça, on gagne 15 minutes. Ça, c'est le réflexe Tout, des gestionnaires de projet. Et tout en à plus, fait. ici, on a le risque d'embouteillage. Je dis, si je Eh, viens ici et je pars d'ici, le problème d'embouteillage, ça va être moindre. C'est vrai qu'ici, à tout moment, on peut avoir embouteillage, mais à tout à 20 fait. heures, la probabilité est moindre. Moi, j'ai Tout à 4 fait. certifications seulement en gestion de risque. Donc, c'est ça que j'ai commencé à penser. J'ai dit, OK, comment je vais le faire d'une manière de ne pas perdre les deux, disons, engagements que j'ai, engagement avec la communauté et engagement avec ma collègue, tout ça en termes de gestion de projet, parce que pour moi, c'était deux projets, un après l'autre, disons, avec des interfaces. C'est ça, en fait. On peut utiliser tout ce qu'on apprend en gestion de projet dans la vie quotidienne. C'est ça qu'on doit commencer à penser. C'est une Tout méthode à qui fait. est universelle. Exactement. Exactement. Et puis, on sait que tout est projet. Et donc, on peut appliquer les méthodes de gestion de projet, les outils dans tout ce qu'on fait. Écoutez, Et écoutez, donc, je lui ai expliqué ce que je vais faire. Elle a dit, mais on peut manger ici dans l'hôtel. J'ai dit, non, 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 ça c'est trop de changements. J'ai déjà changé un petit peu l'approche. Je ne vais pas changer la portée. Scope of work, exactement. ça va rester le même. Tout à fait. Ça aussi, Exactement. Exact. il faut gérer les changements dans le projet d'une manière qu'il soit, disons, utile. Moi, je ne suis pas contre les changements. Je suis contre les changements qui réduisent les bénéfices du projet. Les bénéfices du projet. Exactement. Exactement. Et alors, comment est-ce que vous avez découvert le PMA? Ah, ça, c'était intéressant. Dans le cycle passé, quand j'ai travaillé ça à Hewlett Packard, j'avais un controller là. Elle disait, non, non, Farah, tu es un bon consultant, mais tu n'es pas un bon chef de projet. Je voulais prouver à lui que c'est pas le cas. Et j'avais 5 collègues qui sont partis faire à la cachette. Ils se sont préparés, ils ont fait la certification PMP. Et moi, je dis, ben, s'ils peuvent le faire, moi aussi, je peux le faire. Je le fais en 3 mois. Ils ont étudié pendant 6 mois. Je l'ai fait en 3 mois pour prouver à cette dirigeant-là que moi, je suis un bon chef de projet. J'ai fait la preuve. Le lundi suivant, je suis allé mettre ma carte de démission. J'ai dit, maintenant, je pars dans le Big Five pour travailler là. Parce que vous ne me valorisez pas en tant que chef de projet. Tout à Et j'ai passé CMP. Je voulais montrer que moi, je suis capable, je suis certifié. Et vous me considérez pas comme un bon chef de projet. Bon, le directeur du département, quand il a su, il m'a appelé, il dit, ben, pourquoi tu pars? Je dis, bon, je pars parce que vous êtes tous des amateurs. Vous ne gérez pas les projets correctement. Et il m'a regardé comme ça, il dit, qu'est-ce que tu ferais si tu restais? Et il voulait pas, il n'a pas voulu dire qu'il veut me garder. Et donne-moi il m'a dit, donne-moi des conseils, des recommandations. Je dis, mais il faut faire ça, 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 ça. Après, un jour après, il m'a rappelé, il dit, tu te rappelles de tout ce que tu m'as dit? Si je te donne 30% de plus de salaire et te donne la carte blanche pour faire ce que tu as recommandé, est-ce que tu restes? C'était comme ça qu'il m'a promu à PMO.
Il a dit maintenant, OK, faire l'implantation des méthodologies de gestion de projet chez nous. OK. Il était très un leader qui était fantastique, lui, le directeur. Et donc, je suis devenu son bras droit. Il m'a promu, je restais et j'ai modernisé, disons, la gestion de projet à la filiale de Hewlett Packard au Brésil. C'était ça, je veux dire. OK, tout à fait. Donc, c'est ça on doit savoir. Euh, moi, j'étais le 6e à faire la certification au Brésil. À l'époque, il y 6e. avait 15 000 certifiés. Maintenant, tu as dit qu'il y a 1 1,7, mi- c'est ça? 1 700 000 au total, toutes Voilà. certifications confondues. À Mais je crois que l'époque, les quand je me suis PMP, certifié, il y avait 15 000. ouais, ouais, c'est, en tout cas, ça fait vraiment la différence. Et Et moi, j'ai formé 48 chefs de projet à Hewlett Packard, tous certifiés. waouh, 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 waouh. Mais on a utilisé ce que j'appelais une carotte devant, une carotte derrière. Parce que les gens qui ne certifiaient pas, on allait virer. Oh, Ils ont tous donc c'est, certifié. en tout cas, euh, si les entreprises locales pouvaient avoir ce degré d'exigence, je crois que beaucoup de projets, ça permettrait aux gens d'acquérir encore plus de maîtrise dans la gestion de projet. Et quand je dis la carrette devant, et les gens qui se certifiaient, on leur donnait euh, des appareils. Maintenant, c'est plus intéressant. C'était pas des calculatrices, c'était des appareils plus intelligents. À l'époque, ils avaient. Après, les smartphones ont remplacé. Donc, on donnait ça à tout ce qui se certifiait. Donc, tout le monde qui se certifiait gagnait un prix et tout le monde qui n'était pas certifié était viré. Oh, C'était comme ça. oh, ok, ok, ok. Ok. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Et donc, vous êtes membre d'une quinzaine de chapitres, dont celui de la RDC. Euh, euh, Qu'est-ce que le fait d'être membre vous apporte comme avantage? L'avantage primaire, c'est de connaître les professionnels de qualité différentes dans plusieurs niveaux, disons, de maturité. Et ça permet de identifier les gens qu'on peut embaucher. Moi, j'ai embauché beaucoup de gens que j'ai rencontrés dans, dans les chapitres que je côtoyais. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, c'est le contraire. Si je suis vu, je suis connu, j'ai la possibilité, bon, surtout à l'époque quand j'étais un consultant indépendant, c'était important d'avoir une carte de visite comme ça. On me connaissait, je ne faisais pas de propagande, je n'avais même pas de site Internet et on m'embauchait comme consultant parce que moi, je faisais des présentations, je participais dans les ateliers, je faisais des cours, etc. Et ça donne de visibilité. Disons, c'est de demain. On peut connaître les gens et les gens vous connaissent. Donc, ça, c'est important. Et aussi, la possibilité de volontariat. Je vous ai dit, j'ai participé dans la rédaction de plusieurs standards de PMI. J'étais conférenciste dans plusieurs. Le fait que je travaille à l'UNAF, c'était aussi grâce au fait que je suis allé à Marseille donner une conférence. À l'époque, j'avais un collègue que j'ai connu avant. Il a dit, moi maintenant, je travaille à l'UNOPS comme directeur. Je dis que l'UNOPS, c'est quoi? Et il m'a expliqué tout ça pendant un dîner. Il était le conférenciste, moi aussi. Donc, il m'a introduit l'UNOPS. C'est grâce à cette conférence que j'ai participé que maintenant, je travaille à l'UNOPS. Vous voyez, donc, il y a des avantages d'être membre de PMI. Et en anglais, on dit, Good things happen to you when you get involved with PMI. Parfait.
Donc, Tout c'est à fait. réellement, c'est quelque chose de très intéressant. Et j'adore voyager, j'adore connaître les nouveaux personnes, les nouvelles personnes. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Cette networking, pour moi, c'est très important. Ok, tout à fait. Tout à fait. Et donc, alors, vous êtes détenteur d'une vingtaine de certificats. Je crois que c'est une vingtaine, si je ne me trompe pas. La liste est 24. tellement longue. 24. 24. Et C'est parmi déjà lesquels des impressionnant. micro-credentials, oui, j'ai des micro-credentials. La moitié que vous avez mis sur votre slide, je les ai déjà. Je suis PMP, je suis PMI RMP, je suis PMI, PMO CP. J'ai commencé PMI CP, c'est ingénieur et la construction là. Oui. J'ai déjà deux parmi les quatre que je dois faire. Donc, je dirais que je suis moitié PMI CP. Et j'ai six certifications britanniques. J'ai une certification française en gestion de risque. Euh, je suis aussi consultant certifié SAP. Euh, et j'ai aussi des autres certifications au sein des Nations Unies. Donc, moi, actuellement, je suis en train de faire trois à la fois. Normalement, dans un an, je fais deux, trois certifications par an. C'est dans la manière Wow. de rester, disons, le recyclage pour moi, c'est important. Tout le temps, je suis en train d'apprendre les nouvelles choses. La dernière chose que je suis en train d'apprendre, c'est la certification en intelligence artificielle. Il s'appelle Artificial Intelligence Project, Intelligence, Artificial Intelligence Driven Project Manager, qui vient d'être lancé par APMG International. PMI vient aussi d'acquérir une entreprise de IA Ouais, qui est en train de faire tout des à fait. certifications. Mais la Tout certification à fait. PMI est trop chère. Peut-être que je le ferai plus tard, mais bon, maintenant, j'ai déjà payé celui-là, j'ai déjà terminé. D'accord. Ça, je vais le faire au mois de décembre parce que OK, je OK. vais tirer quelques jours de congé. Ah, l'année dernière, quand j'ai fait le congé, je me suis certifié en Incident Project Management. C'était plutôt dans le domaine de sécurité, sûreté, sécurité, disons terrorisme, etc. J'aime beaucoup étudier, Exactement. Et ça m'attire. c'est vraiment non seulement motivant, mais impressionnant. C'est vraiment motivant et impressionnant que une personne de votre expérience, de votre niveau, de votre âge continue à, à performer à ce niveau-là. C'est vraiment très motivant. Je crois que nous, la jeunesse, nous devons Je essayer dis de normalement, faire. je suis un vélo. Si j'arrête de rouler, je tombe. Il faut continuer. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, dites-moi un peu, selon vous, quel a été l'impact des certifications et surtout quel peut être l'impact d'une certification professionnelle dans la Bon, écoutez, carrière de... chez nous actuellement à l'UNOPS, c'est un différentiel. Euh, on a même des filtrages quand on recrute des chefs de projet. Les chefs de projet certifiés, ou bien chez Méthodologie Britannique, ou bien PMP, ont l'avantage sur les gens qui ne sont pas certifiés. OK, Donc, c'est un filtre, je veux dire, c'est un différentiel. OK, À mon OK. époque, quand je l'ai fait, c'était encore plus parce qu'il y avait beaucoup moins. Donc, Tout le à fait que fait, tout à fait. j'étais certifié, on me donnait beaucoup plus de possibilités de consultation, par exemple. J'ai gagné beaucoup d'argent grâce à PMI. OK, OK, OK. OK, OK. Donc, alors, de toutes ces certifications,
selon vous, quelle a été la plus difficile, disons, celle qui vous a donné le plus de mal à obtenir? Bon, ça dépend parce que à l'époque, quand j'ai fait le PMP, c'était beaucoup plus difficile parce qu'on n'avait pas de matériel, on n'avait pas des examens simulés, il n'y avait pas des écoles, disons, ce qu'on appelle ATP, des entreprises spécialisées pour donner des cours de certification. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus difficile de le faire. Mais actuellement, c'est pas le cas. Je veux dire, c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus facile maintenant de le faire qu'avant. Mais maintenant, ils ont augmenté les contenus parce que maintenant, on doit aussi savoir la partie agile qui ne faisait pas partie de l'examen à l'époque. Euh, il y a quelques certifications britanniques qui sont aussi difficiles que celui de PMP. Il y a ce qu'on appelle practitioner. Les examens practitioner britanniques sont basés sur les scénarios. Donc, il faut savoir appliquer la connaissance dans un scénario donné. Donc, c'est plus difficile. Mais je dirais en termes de difficulté, actuellement, je dirais que c'est de même niveau. PMP et Prince to Practitioner sont de même niveau de difficulté. Euh, je suis en train je peux pas parler de ce que je suis en train de faire parce que moi, je suis dans le groupe qui fait des examens pour PMOCP. Ok, ok, Euh, ok. Ça aussi, ça va être très difficile à passer. Ok, ok, ok. Je vais pas donner des secrets que je ne peux pas le faire, Tout mais à je fait, veux dire, ben, il y a des manières de faire des examens qui augmentent la difficulté. tout à Mais, fait. mais, mais de toute façon, moi, ce que je recommande aux professionnels est de chercher la connaissance d'abord. Être certifié ou pas, c'est pas tellement important. Important, c'est connaître toutes les méthodologies et de la manière, disons, complémentaire. Par exemple, moi, j'ai des certifications de IPMA, j'ai des certifications britanniques et des certifications américaines de PMI. Chacun est spécialisé dans un domaine donné. Les Britanniques travaillent avec des méthodologies, les Américains travaillent avec la connaissance et IPMA travaille avec la compétence personnelle, professionnelle. Donc, en quelque sorte, sont complémentaires. Euh, donc, il faut avoir les trois dimensions. Compétences professionnelles, connaissances et méthodologie. C'est pour ça il faut pas dire un contre l'autre. Ils sont tous complémentaires. Il faut les faire. Tout à fait. Bon, les Ok, ingénieurs, par exemple, ils doivent faire PMI-CP. C'est très important. Les ingénieurs, surtout les ingénieurs civils ou les ingénieurs qui travaillent dans les travaux publics et tout ça, c'est important. Je crois que c'est obligatoire même. D'ici 5 ans, les gens qui n'ont pas cette certification auront moins de possibilités d'emploi. La même chose, ok. intelligence artificielle. Intelligence artificielle, pour moi, il ne va pas remplacer les chefs de projet. Les chefs de projet qui connaissent intelligence artificielle vont remplacer ceux qui ne connaissent pas. Donc, il faut courir Tout à fait. derrière. Ok. Et quelle est selon vous, quelle est la certification qui a eu le plus d'impact dans votre carrière? Bah, je dirais les deux. PMP et puis Prince 2 ont le même niveau d'impact. Parce qu'avec Ok, avec Prince 2, j'ai eu des clients qui étaient plutôt de côté britannique, qui voulaient, disons, former les personnels et utiliser la méthodologie. De la même façon que moi, j'ai eu beaucoup d'opportunités quand j'ai fait la certification euh, euh, P3M, qui m'a donné la possibilité de consultation. Et au PM3, j'ai gagné de l'argent en faisant des diagnostics de maturité de l'organisation.
Donc, chacun a me donné une possibilité, disons, de travail. Et le fait que j'avais plusieurs certifications me donnait plusieurs possibilités d'agir en termes disons, d'abord en termes de consultation, mais aussi en termes de professeur universitaire. Parce que comme ça, par exemple, moi, je donne un cours qui n'est pas tellement commun, ce qu'on appelle Troubled Projects, projet en difficulté. Comment sauver un projet en difficulté? Donc ça, c'est quelque chose qui est différentiel. Et le fait que j'ai plusieurs connaissances des écoles de pensée différentes m'aide beaucoup à créer, disons, des choses sur mesure. Parce que je peux mélanger des choses et à avoir des méthodologies plus appropriées. OK. OK, OK, on avance petit à petit. Bientôt, on va répondre aux différentes questions. Je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, vous travaillez pour une agence des Nations Unies, vous êtes membre du PMI. Ce sont deux organisations qui ont un certain nombre de valeurs. Alors, Ah, je n'ai pas dit que l'UNOPS est aussi un ATP. Nous donnons des oh, cours de PMP. Moi, j'ai donné des cours de PMP à Genève en tant qu'instructeur de l'UNOPS, Global Fund, le Fonds OK, mondial pour la tuberculose. Je suis allé là donner des cours de PMP au nom de l'UNOPS. J'ai OK, participé dans la Banque mondiale en donnant un atelier au nom de l'UNOPS. J'ai formé les gens en Prince 2 au nom de l'UNOPS. Donc, l'UNOPS a des, disons, accords aussi bien avec le gouvernement britannique qu'avec PMI pour donner des cours. Donc, OK, c'est OK, intéressant. parfait. Nous Alors, sommes presque concurrents. Je veux dire, PMI et UNOPS sont... Non, je ne dirais pas concurrents parce que nous, on fait partie de PMI exactement, en quelque sorte. exactement, exactement. On est Vous en êtes ATP. partenaire, Non, on est en exactement, ATP. Alors, c'est eux qui nous reconnaissent. exactement, exactement. Donc, je disais que ce sont deux organisations qui sont basées sur un certain nombre de valeurs. Alors, pouvez-vous nous parler de ces valeurs et en quoi est-ce que elles se croisent, si on peut dire ça? Non, je dirais que c'est totalement compatible parce que le code déontologique de PMI est totalement compatible avec les valeurs des Nations Unies. Je dirais qu'il y a quelques instances additionnelles chez nous, à l'UNOPS, que chez PMI. Donc, euh, totalement compatible. Par exemple, honnêteté, respect des lois, et quelques autres qui font partie de code de PMI sont aussi des valeurs des Nations Unies. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas de, disons, inconsistance. Au contraire, ils sont totalement compatibles, alignés, je dirais. D'accord. Euh, Heureusement, non, sinon, j'allais avoir des problèmes de conflit. Tout à fait. Alors, alors, on tend vers la fin. Alors, qu'est-ce que vous considérez comme votre plus grande réussite? Euh, bon, ça peut être un peu contradictoire ou paradoxal. Euh, Quand je travaillais à Hewlett-Packard, l'ensemble des projets que j'ai participé ont perdu 12 millions de dollars. Oh, 4 projets, tous déficitaires. Mais j'ai eu des primes parce que si ce n'était pas moi, la perte serait beaucoup plus grande. Donc, on doit apprendre aussi avec, disons, ok, les résultats négatifs. Donc, je dirais que c'est ça, en fin de compte, c'est ça qu'on doit apprendre. On doit apprendre avec le succès, mais aussi avec les défaites. Euh, à Hewlett Packard, on m'a promu 5 fois
3 desquels étaient parce que moi, je sauvais des projets en difficulté. On me mettait dans les projets qui étaient compliqués, qui Ok. avaient beaucoup de pertes. Mais bon, ça m'a donné, disons, la possibilité de penser hors de la... think out of the box. Moi, je le fais naturellement. Tout à fait, tout à fait. Euh, et Ah, une fois, bon, j'étais conférenciste. Ma conférence était sur 7 projets totalement, disons, de défaites cuissantes. Et j'ai présenté parce que normalement, on fait de cas de réussite, non? Et j'ai présenté 7 cas de projets qui étaient mal terminés. Et ok, pour chacun, j'ai démontré quelles étaient les choses qu'on devait faire pour éviter cela. très intéressant, très intéressant. Je crois qu'on pourra repenser à un webinaire pour parler de ce genre de cas. Ah oui, tout à fait. Parce qu'on Euh, a beaucoup plus de cas d'échecs de projets que de réussites de projets dans tout le à monde fait, entier. tout à fait, tout à fait. Euh, et quelles sont, au cours de votre carrière, les leçons, je ne veux pas parler d'échecs, mais les leçons les plus importantes que vous avez eues? La seule chose que je dis, c'est qu'il n'y a aucun projet sans risque. Donc, le projet ne commence pas et ne termine pas de la manière qu'on pensait. Donc, si on n'a pas de flexibilité, on n'a pas la possibilité de revoir nos plans et penser de le faire de meilleure façon, on ne termine pas bien le projet. Aucun projet dans le monde est totalement prévisible. Donc, Ok, le risque, c'est inhérent. Donc, on doit savoir comment gérer les risques. Si on gère bien les risques, on va avoir plus de succès. ok. Merci beaucoup. Euh, on va répondre à quelques questions. Quelques OK? questions, il y en a beaucoup. Alors, alors, Je vous écoute. arrivez-vous à implémenter le framework, les tools et techniques du PMI au sein de l'UNOPS? Je dirais au contraire. Euh, Quand je suis arrivé au Niger, on avait déjà un plan de travail et avec une méthodologie, disons, sur mesure. Et ils avaient mis en place 42 outils de gestion pour gérer le projet. C'est vrai que le programme était un programme colossal, 440 millions de dollars, mais si on met 40 et quelques outils, on ne fait pas le projet. On devient des administratifs. Euh, j'ai allégé ça, j'ai réduit à 18. Je dis tout le reste, ça ne va pas aider. Tout ce qui n'aide pas, il faut enlever. Il faut être lean. Je veux dire, lean project management aussi, c'est important. Euh, bon, dans le guide PMBOK 6e édition, il y a 49 processus. Est-ce que réellement on doit utiliser 49 processus? Pas Je du tout. dirais que non. Je Ouais, dirais que non. ok, Donc, il faut utiliser ce qui additionne valeur. Les choses qui n'additionnent pas de valeur, il faut enlever. Il faut exactement. faciliter. Voilà. Ok. Dernière question. Non, il y en a encore beaucoup. Ah oui, on a Euh, encore 11 minutes, donc il faut faire rapidement. exactement. Exactement. Pouvez-vous nous dire comment est-ce que vous êtes arrivé à créer le chapitre au Niger? En Justement, gros, hein. oui, non, non, euh, étant donné qu'on travaillait avec des projets, il y avait aussi, pas seulement le nôtre, mais il y avait d'autres projets de développement au Niger. J'ai dit, pourquoi pas avoir un chapitre? Euh, donc, je me suis mis avec notre partenaire local, qui, bon, je dis partenaire, mais le client.
à laquelle on prêtait notre service. Et ils avaient aussi leur réseau, ils connaissaient les gens des autres entreprises privées et publiques. Donc, on a motivé les gens de créer ce chapitre. Parce que la création de chapitres, c'est quelque chose qui va aider les carrières de personnes. Et c'est important d'avoir cette approche. Et dans le Sahel, il y a plusieurs déjà des chapitres. Donc, le fait que le Niger n'avait pas, c'était considéré un handicap. Donc, moi, j'étais là, j'ai dit, bon, moi, je suis là, j'ai déjà participé dans la création de 3 chapitres, j'ai l'expérience, pourquoi pas aider le peuple nigérien d'avoir aussi leur chapitre de PMI. Pour moi, c'est important de disséminer ces genres de connaissances. Moi, je suis allé dans 3 institutions, euh, 2 écoles spécialisées en université. J'ai donné des conférences pour promouvoir PMI. Je veux dire, euh, bon, je suis là, qu'est-ce que je fais de 6 heures de soir jusqu'à 6 heures du matin? Je peux aller donner des cours, non, ou des conférences. C'est ça. Ok, tout à fait. Alors, il y a une question dans le chat. Euh, Mhm. Quel conseil vous donneriez au consultant qui débute sa carrière, au consultant débutant sa carrière que vous étiez il y a 40 ans? Quel conseil vous donneriez lorsque vous débutiez votre carrière pour vivre son Être futur volontaire de métier chapitre avec local. passion? Il faut, il Comment? faut, il faut être volontaire de chapitre local. Ça, c'est la première activité. Ok, Et parce ok, qu'il faut ok. acquérir l'expérience. Et on ne devient pas chef de projet d'un jour à lendemain. Si on n'a pas participé dans le projet, si on n'est pas exposé à l'ambiance du projet, c'est difficile d'y accéder. Donc, il faut commencer quelque part. Les étudiants, par exemple, ils peuvent faire des projets humanitaires. Ils peuvent aider leur communauté à faire des projets communautaires, etc. Ça va leur donner, disons, la possibilité de pratiquer les choses qu'on dissémine. Et après, bon, ils commencent à travailler, je veux dire. Euh, on doit commencer en bas. Personne est nommé chef de projet en sortant de l'université. Ça, ça, c'est vrai. Donc, il faut être membre de l'équipe ou avoir accès à ce genre d'expérience, par exemple, PMI, te donne la possibilité d'être chef de projet humanitaire ou, disons, communautaire. Donc, c'est là qu'on commence. Et on peut le mettre dans notre CV, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ok. Alors, une autre question. Est-il difficile de passer de projets de ERP à des projets de protection de forêt? Ça, c'est une question intéressante. Euh, il y a une autre question qui est semblable. Est-ce qu'on est généraliste ou spécialiste? Je dirais qu'au début de carrière, on est spécialiste. On doit avoir une zone de confort où on crée notre compétence. Mais au fur et à mesure que le temps passe et on commence à gérer des projets plus complexes, plus multifacetés, on commence à apprendre que on doit déléguer la partie technique aux techniciens et et être l'administrateur des projets. Il y a une différence entre administrer le projet et chef de projet des petits paquets de travail. Ok, ok. Parfait. Euh, comment un projet oil and gas peut-il être green? Ah. Bon, il y a des critères, je veux dire. Il y a des indicateurs qui signifient qu'un projet est ou non compatible avec l'approche durable ou l'approche résiliente. On peut être durable et pas résilient. On peut être résilient sans être durable. Si on Ok, veut être durable et résilient, il y a des critères aussi. Il faut voir comment on va le faire. Et aussi,
c'est important de savoir que les clients et les parties prenantes aussi doivent vouloir être durables et résilients. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de vendre l'idée de durabilité qu'avant, mais il y a encore des résistances. Et il y a des gens qui font des externalités qu'on appelle en économie négatives. Et ça peut causer des problèmes. Ok, ok. Donc, c'est pas la volonté de la personne d'être green. Ok, C'est le contexte et les parties prenantes qui doivent nous ramener à cela. ok, parfait. Alors, comment est-ce que Monsieur Farad arrive, malgré sa charge de travail, à faire autant de certifications et même un deuxième doctorat? Quelle est la potion magique? Gérer bien le temps. Ben, bon, normalement, je dis qu'on gère pas le temps passe. Donc, l'important, c'est d'utiliser, disons, intervalle de temps qu'on a de manière plus productive possible. Moi, j'ai des cours de doctorat tous les samedis après-midi. Et Ok, après, j'ai une période concentrée, 3 semaines au mois d'avril, que je dois faire encore des crédits. Et après, la thèse, c'est quelque chose d'individuel. Donc, c'est discipline. Si on a la discipline, on peut le faire. ok. Dernière question, parce il reste quand même 4 minutes. Mhm. Alors, quels sont les avantages d'avoir un PMP par rapport à Prince2 et Google Project Management? Non, 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 c'est pas un ou autre, c'est les Ok, deux. On ok. doit avoir la connaissance de PMI, de PMP, et Mhm. méthode Prince2 De sont Prince2. totalement compatibles. Oui, Ok. Prince2. Et Non, vous, non, il faut les deux. d'accord. Il faut les trois Et vous, maintenant. Green Project Management aussi. Il faut les ok. trois. Bon, ça Et dépend. vous, Si vous travaillez dans le domaine de développement, Green Project Management, c'est même plus important que Prince2. ok. Mais il y a aussi Google Project Management. Non, Vous- Google Project Management, c'est pas tellement reconnu. Je dirais ok. pas de ne pas le faire, mais bon, c'est complémentaire. Mais si disons, je n'ai pas beaucoup d'argent, qu'est-ce que je vais faire d'abord? Moi, j'ai fait PMP après Prince2. C'est ce que j'ai fait. Parce que PMP va me donner la connaissance et après une méthode spécifique, ça peut être Prince2, ça peut être Green Project Management, ça peut être Agile. Ce sont des choses qui viennent après. Mais PMP va me donner la base. D'accord. Parfait. Mais PMP aussi, c'est nécessaire d'avoir expérience. Donc, je commencerai avec CAPM. Exactement. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Dernière question. Est-ce qu'en étant certifié PMP, on peut être capable d'assumer la fonction de CFO? Ah, ça, c'est bon. Et quand je suis allé travailler à Hewlett-Packard, on avait ce qu'on appelait carrière Y. Bon, on pouvait être un technicien bien valorisé ou bien on pouvait être un manager bien valorisé. Donc, c'est ce qu'on appelait carrière Y. Euh, d'être un dirigeant d'entreprise, c'est pas seulement la connaissance technique qui est important, mais aussi les connaissances managériales et je dirais même politiques, diplomatiques, parce qu'il y a aussi la relation qui va te ramener là. C'est pas suffisant de connaître bien la technique. La technique va te ramener au cadre moyen. Au cadre moyen sont des techniciens. Pour aller de cadre moyen à cadre supérieur, il faut avoir des compétences, disons, de gestion. Et quelques compétences de gestion, on apprend à l'école, mais d'autres, non. C'est avec expérience que ça vient.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas, Euh, mais quand même. c'est c'est parfaitement clair. Je crois qu'on a épuisé toutes les questions. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Farad. Merci beaucoup pour avoir dégagé du temps et surtout pour tous ceux merci surtout à tous les participants, hein. Merci à tous les participants qui ont pris de leur temps pour assister à ce webinaire. Merci. Merci à tous les volontaires qui ont permis à ceux que on puisse organiser ce webinaire. Et surtout, merci à notre invité, Monsieur Farad, qui a dégagé de son temps, qui a grignoté un peu de son temps qu'il avait de son temps Ah, avec sa collègue. excusez-moi, j'aimerais vous donner mon idée sur le temps. Le Oui, temps n'appartient à personne, le temps passe. tout à Et, fait. et c'est pas une ressource de projet. Parce on peut pas le stocker, on peut pas le vendre, on peut pas l'acheter, on peut pas faire un rewind, on peut pas aller rapidement, on peut pas accélérer. Il Donc, s'écoule. oui, donc le temps, il est là. Et c'est à nous de prioriser les choses qu'on fait pour en profiter. Parce que Exactement. l'intervalle, bah, les Grecs avaient deux notions de temps. Ils disaient chronos et kairos. Kairos, c'était opportunité. Chronos, c'est le temps linéaire, le temps passe. Kairos, c'est l'opportunité. On doit saisir l'opportunité et le canaliser pour nous. Voilà. D'accord. Je crois que Merci c'est beaucoup. pour finaliser, le temps passe. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un super webinaire. Vraiment, merci. Alors, n'oubliez pas les rendez-vous. Le samedi, nous avons une masterclass à Orange Digital Center, juste à côté du stade des Martyrs. C'est l'avant-midi, avant le match des Léopards. Et donc, de 9h30 à 12h30. Et ensuite, le dernier jeudi du mois, nous avons focus sur la gestion de projet où on approfondit les notions de gestion de projet. C'est un webinaire où on approfondit les notions de gestion de projet. Et un dernier mot, Monsieur Farad, avant de se quitter. Un dernier mot. Dernier mot. Ouais. Mon dernier mot, c'est le suivant. Gestion de projet, c'est quelque chose qui est à la fois un art et une science. Donc, la connaissance est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi les aspects, je dirais, soft et les aspects, disons, des choses qu'on apprend en faisant des choses. C'est ce qu'on doit apprendre à faire. Donc, c'est à la fois, disons, objectif et subjectif. C'est à la fois, disons, les sciences exactes, probabilité, des mathématiques, etc., mais aussi des choses humaines, parce qu'on fait les projets à travers des personnes. Donc, on doit savoir gérer les gens. Donc, il y a ces deux aspects qu'on doit apprendre. Et il y a des choses qu'on peut apprendre à l'école, dans les cours, et il y a des choses qu'on doit apprendre en faisant. C'est ça qui est dernier mot. OK. Merci beaucoup. C'était très enrichissant et à la prochaine. Merci. Merci beaucoup. Hasta la vista. Euh,